aux intervenants. Monsieur Bouillot, je vais vous laisser la parole. Je vais arrêter Guillaume. mon partage d'écran. On va partir sur la première table ronde, les nouveaux modèles pour les futures unités de méthanisation. Merci Guillaume, bonjour à toutes et à tous, je suis ravi d'être avec vous pour cette journée méthanisation. On attaque sans plus attendre cette table ronde. J'invite les 4 intervenants, Jean-François Delettre, Thomas Filiatre, Suzanne Renard et Erwan Bocquier, à ouvrir leur caméra. Et je vais commencer cette première série de questions, en attendant les vôtres, vous l'avez bien compris, avec Jean-François Delettre. Bonjour Jean-François Delettre. Bonjour à tous. Ouais. Vous êtes agriculteur en Seine-et-Marne, mais vous êtes surtout avec nous ce matin en tant que président de l'Association des agriculteurs méthaniseurs de France, l'AMF. Jean-François Delettre, le sujet de notre table ronde pour ouvrir cette matinée, c'est quel nouveau modèle pour les futures unités de méthanisation. Pourquoi est-ce qu'on se pose cette question aujourd'hui ? Bonjour à tous. Alors, je tiens d'abord à préciser que je me faisais un plaisir de venir en région parce que le sujet régional prend de l'ampleur à l'AMF désormais et il est important pour moi de venir voir et les porteurs de projets de l'association, y compris les autres intervenants de la filière ou porteurs de projets hors association. Donc, je reviendrai à Saint-Étienne rapidement. Alors, pourquoi on est là aujourd'hui en 2020? De notre lecture, alors nous on a une lecture très agricole bien sûr de la méthanisation, de notre lecture on en est là parce qu'il y a eu une petite frénésie sur les années 2018-2019 des porteurs de projets qui sont engouffrés dans le tarif historique de l'injection. Et donc, les services de l'État ont pris un peu peur. Gaëtan Josse avait rappelé un peu les choses. Les budgets engagés par l'État sont montés très fort. En parallèle, on avait des problèmes d'acceptabilité qui arrivaient plus costauds. Et donc, à partir de l'année 2020, il était très clair que sans parler de moratoire, qui est un très gros mot, il fallait freiner la filière et faire le point. Donc, on en est là aujourd'hui. On est dans une filière où, contrairement à ce qui est indiqué dans le questionnement, c'est pas qu'on souhaite un changement de modèle de méthanisation de notre fait, parce que pour nous, la méthanisation agricole a fait ses preuves depuis de nombreuses années, mais en tout cas, on s'interroge sur son coût, on s'interroge sur ce qu'elle est en réalité en train d'apporter, quel est son bilan gaz à effet de serre, etc. Et donc, de notre point de vue, on a d'abord besoin de faire un vrai point sur l'état de la filière, ses externalités positives, toutes les choses dont on entend parler régulièrement, et avant de relancer. Donc voilà, on en est là aujourd'hui. Et de l'autre côté, on en est aussi sur un État français qui a soutenu la filière pendant plus de 10 ans maintenant, et qui souhaite se désengager budgétairement. Ça a été évoqué par Gaëtan Josse avec ce qu'on appelle les certificats de production de biogaz. Donc cette volonté, elle fait qu'il y a un nouveau modèle de financement, une nouvelle articulation de la filière à trouver, une nouvelle place à l'État à trouver dans la régulation du système pour pouvoir relancer les choses en méthanisation. Voilà, donc le sujet, pour répondre à une des questions, je pense que la méta agricole continuera de se développer, on en a besoin, c'est qu'on a besoin de davantage de gaz vert dans le tuyau, c'est une réalité pour être crédible en termes d'énergie renouvelable et des objectifs que l'État français a pris. Et alors nous, pour le coup, je pense que les agriculteurs produisent environ 80% du gaz vert aujourd'hui, biogaz, cogé et injection confondue. Donc, on a vocation à rester majoritaire dans ça. La question qui se posera derrière, c'est lié à la question des coûts, etc. Donc, c'est quelle taille de méthanisation, quel modèle de méthanisation. Et c'est là où les régions que vous représentez, d'après moi, vont avoir leur rôle à jouer, c'est-à-dire définir quel accompagnement vous voulez donner à la méthanisation sur vos territoires pour qu'elle puisse se redévelopper demain. Vous évoquez deux enjeux. D'abord, un état des lieux de la situation qui est nécessaire à faire, et puis ensuite l'enjeu financier, c'est-à-dire le modèle économique proprement dit de ce qui est en train de se jouer aujourd'hui. Très concrètement, quelles sont les conséquences de ces questions qui se posent, et notamment des questions financières, sur les projets qui sont en cours et les projets à venir? Les conséquences, c'est que si vous êtes porteur de projet aujourd'hui et que vous allez voir un banquier, vous avez intérêt de costaud, quoi, encore plus que ce qui était avant. Donc ça, c'est une conséquence très réelle, quoi. Et on connaît les difficultés des fois, soit de faire appel à la BPI, soit de faire appel à d'autres sources de garantie. Les subventions régionales aussi ont baissé, les subventions de l'ADEME ont changé. Donc toutes ces choses-là font qu'aujourd'hui, si vous êtes porteur de projet, il faut être financièrement beaucoup plus costaud qu'avant. On le regrette parce qu'on pense qu'on prend déjà beaucoup de risques dans la filière et qu'on a un vrai engagement derrière.
et que c'est aucunement la garantie financière de l'exploitant qui fait qu'il sera un bon exploitant, mais c'est une réalité des porteurs de projets aujourd'hui. La deuxième conséquence, c'est une incertitude sur la filière qui fait justement ce qu'on veut éviter, c'est-à-dire que les agriculteurs vont vers ces filières-là parce qu'ils ont des garanties sur 10, 15, 20 ans dans l'exploitation de leur site. Et les peurs actuelles fait qu'on revient un peu à une sorte de spéculation où chacun y va de son bon mot sur la méthanisation. Et ça, c'est pas de nature à rassurer la filière et de permettre à des porteurs de projets de s'engager. Donc ça, c'est la deuxième conséquence qui est pas financière, mais qui est très réelle sur le montage des projets. Donc j'entends bien que vous prenez acte finalement de ces changements qui sont en cours, même si vous ne les souhaitiez pas forcément. Dans quelles conditions les projets sont-ils encore possibles? Dans quelles conditions la méthanisation agricole, vous le disiez tout à l'heure, va-t-elle continuer à se développer? Alors, de notre point de vue aujourd'hui, je suis pas bureau d'études, hein, d'accord, j'ai pas de vocation à être bureau d'études, j'ai pas une lecture, mais si on regarde à l'échelle des tarifs, à l'échelle des territoires, ça a été montré dans la ration actuelle en gros des méthaniseurs dans votre région. Je sais pas combien d'effluents il reste encore en région Aura à les collecter, mais les projets avec effluents d'élevage ont encore une possibilité d'exister. Alors, ça pose la question de la stabilité de l'élevage et tout plein de questions qui sont très, très lourdes en ce moment en méthanisation. Mais les projets avec effluents, des grosses quantités d'effluents ont vocation à continuer. Ça, c'est naturel et c'est normal. Il y a la question des biodéchets qui doit se poser. Et là, malheureusement, c'est aussi aux collectivités locales de prendre leur bâton de pèlerin. Et derrière, il y a des coûts à assumer. C'est-à-dire que si on veut un retour au sol de qualité des biodéchets, il faut que les collectivités jouent le jeu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'indice prix pour arriver à faire des biodéchets de qualité. Et ça, faut les mobiliser sur le territoire, faut respecter des appels d'offres. C'est quelque chose qui est pas simple parce que la ration, elle est essentielle à l'équilibre de nos méthaniseurs. Et donc, il faut que les tonnages, ils soient garantis. Donc, les biodéchets, c'est un vrai sujet. Mais les effluents et les biodéchets fait qu'on pourrait y arriver. Et puis après, il y a un autre sujet, on en parlera sur la PPE peut-être, mais qui est tout bête, c'est qu'il y a des projets en cogénération, en autonomie qui pourraient exister. Or, la cogénération est à l'arrêt. On a voulu privilégier le gaz vert en injection. Hein, j'en suis un fervent défenseur sur d'autres systèmes. Mais il reste que la cogénération en injection, la cogénération avec des projets autonomes, notamment en effluent ou sur des exploitations, pourrait très bien fonctionner sur certains schémas avec valorisation de chaleur, etc. Et qu'elle est complètement oubliée aujourd'hui, ce qui est regrettable. Quel message, du coup, passe aujourd'hui l'association que vous présidez, la AMF? Quel message lance-t-elle et éventuellement de quelle manière peut-elle accompagner les porteurs de projets dans ce nouveau contexte? Alors, il y a deux messages. Il y a un message parce que tout le monde n'est pas porteur de projet, d'accord. À l'association, on a encore un tiers de porteurs de projet, 2 tiers en fonctionnement, cogé injection, 450 adhérents à peu près aujourd'hui. Le message, il est à ceux qui sont en fonctionnement, il faut faire les points, il faut faire vos preuves, il faut comprendre que c'est pas parce que vous tournez que la filière vous êtes exempt de montrer patte blanche à la filière. Donc, il faut comprendre que on a besoin de travailler le sujet des gaz à effet de serre, on a besoin de travailler tout ce qu'on apporte au territoire en général. Et donc ça, c'est le message très clairement qu'on donne à ceux qui sont d'exploitation via la charte de l'AMF et via d'autres partenariats qu'on mène. Et puis aux porteurs de projets, et puis alors on a aussi les sujets R&D, etc., développement des eaux de gaz qui ont été un peu évoqués par Gaëtan Josse, et puis vous verrez un adhérent qui vous parlera de ces projets CO2, etc. Donc ça, il y a des messages très clairs là-dessus pour essayer d'améliorer à long terme le coût de revient et redonner de la dynamique et donner de l'espoir aux porteurs de projets derrière. Et puis le sujet aux porteurs de projets, c'est d'être beaucoup plus prudent que les porteurs de projets d'il y a 2 ans, c'est-à-dire de vraiment bâtir leur projet, de regarder et de prendre conscience de la réalité de la méthanisation autour, quelle est la concurrence avec les autres méthaniseurs, quel est le risque, comment ils évaluent le risque pour porter des projets dont ils sont suffisamment sereins demain. Alors bien sûr, on a aussi besoin que l'État, vous avez dit que je regrettais les choses. Moi, j'ai pas de signature au niveau ministériel, pas aujourd'hui. Donc c'est à l'État de prendre ses engagements. Aujourd'hui, on a besoin que l'État définisse clairement les règles sur c'est quoi, quel est son engagement financier demain sur les petits projets, etc. pour que les projets puissent se relancer. Ce qu'on sait, c'est que l'arrêt brutal qui est constaté aujourd'hui, il est très mauvais, à la fois pour les porteurs de projets, pour les financeurs, pour les constructeurs. Et donc, on espère que il va y avoir des messages très clairs permettant de redévelopper sereinement la méthanisation. Je vais proposer à Thomas Filiatre d'intervenir. Thomas Filiatre, vous êtes chargé de mission chez Solagro. Pour rebondir sur ce que vient de dire Jean-François Delettre, il faut effectivement trouver d'autres
d'autres voies ou activer un certain nombre de leviers pour améliorer, ou changer de modèle économique en tout cas, et rendre possible, toujours possible, les projets de méthanisation. Vous avez réalisé une étude pour GRDF. Rappelez-nous d'abord quel était l'objet de cette étude. Tout d'abord, bonjour à tous. Merci de m'accueillir pour cette table ronde virtuelle. En fait, l'objet de l'étude, c'est qu'à la publication des nouveaux arrêtés tarifaires en fin d'année 2020, il est assez vite apparu que la baisse du tarif d'achat du biométhane est assez conséquente et que les modèles, ou en tout cas les unités qui étaient en développement avec ces nouveaux tarifs étaient plus viables économiquement. Et donc, en fait, GRDF nous a demandé de regarder à quelles conditions on pouvait continuer à développer des projets de méthanisation sur le territoire français. Et l'objectif de notre travail, ça a été d'identifier des leviers d'optimisation pour rendre possible un développement de la filière dans de bonnes conditions économiques pour qu'on continue de répondre aux objectifs qui ont été fixés par l'État. Alors, quels sont ces leviers? C'est ça qu'on veut savoir. En fait, ils sont de 3 ordres. Il y a la question de l'investissement, la question des charges d'exploitation et puis il y a la question des recettes. Si je commence par la question de l'investissement, ce qui est assez vite apparu, c'est que les tarifs tels qu'ils existaient avant novembre 2020 permettaient aux porteurs de projets d'anticiper une éventuelle augmentation de capacité de production. Et donc, ça conduisait à ce qu'on ait des installations qui soient, dès l'origine, dès la construction, prévues ou en tout cas dimensionnées pour permettre de faire face à une augmentation des intrants. Et donc, un des leviers, c'est en fait de se dire on n'a plus cette marge de manœuvre-là et qu'au moment où on investit, à un instant T, on va investir pour le gisement tel qu'il est sécurisé. Donc, ça nécessite de travailler sur des indicateurs comme le temps de séjour, être vraiment extrêmement précis et construire au plus juste, éventuellement aller jusqu'à se dire qu'on ne va plus avoir 2 ouvrages de digestion, mais un seul beaucoup plus gros pour réduire les coûts d'investissement. Ce qu'on espère aussi, c'est qu'on ait une adaptation et une standardisation de la filière. Il va falloir effectivement travailler sur cet axe-là parce qu'aujourd'hui, on est vraiment sur une filière où on a beaucoup travaillé à faire du sur-mesure et il y a peut-être encore des choses à aller chercher pour standardiser. 2 autres leviers, la question du stockage du digestat. En fait, on s'est rendu compte que si on était en capacité au niveau des projets d'aller stocker une partie du digestat au plus proche des exploitations qui structurent le projet avec des ouvrages de stockage type poche souple, ça pouvait être un moyen d'optimiser l'investissement. À chaque fois, ces leviers, il faut bien se dire que c'est pas une recette de cuisine qu'on donne. C'est se dire, au moment où on réfléchit à son projet, un peu à l'image de ce que disait Monsieur Delettre, il faut bien se poser la question, réfléchir à tous les leviers et chaque levier doit être étudié. Oui, c'est faisable dans le cadre de notre projet. On peut activer ce levier-là. Non, c'est pas faisable parce qu'il y a des raisons objectives qui le disent, mais il faut se poser cette question-là. Et le dernier levier qu'on a identifié, alors ça s'adresse plutôt aux projets en injection, c'est de travailler sur les achats groupés sur notamment la partie épuration. C'est des choses qui ont pu être expérimentées sur des projets qui étaient relativement proches géographiquement et aussi à peu près au même stade de développement de projet. C'est-à-dire aller voir les constructeurs d'épuration en disant voilà, il y a moyen d'optimiser de la logistique, de la conception sur ce type de projet-là. Donc ça, ce sont des leviers, des solutions techniques envisageables pour améliorer les chances de réussite du projet au stade de l'investissement. Le deuxième levier, ce sont donc la réduction des charges. Voilà. Alors sur ces sujets-là, un levier qui nous semble important à regarder, encore une fois à étudier, c'est la question du coût d'achat des CIF pour l'unité de méthanisation. Aujourd'hui, ça implique de se poser la question de la répartition de la marge sur la question des cives. Donc les cives, on a un agriculteur qui produit une cive qui va le vendre à une entité économique qui est la méthanisation, notamment pour les projets collectifs.
Mais à vrai dire, cette question du flux, elle peut être aussi vraie à l'échelle d'une seule exploitation. J'ai un atelier culture, j'ai un atelier méthanisation, quelles sont les interactions et comment je répartis finalement la marge. Et donc, travailler cette question du coût d'achat des cives, parce que l'unité Si a tout c'est culture à intérêt. vocation énergétique, Culture je intermédiaire, précise. c'est ça, Ouais. culture intermédiaire à vocation énergétique. L'unité de méthanisation a tout intérêt à ce que ce coût d'achat soit le plus faible possible pour améliorer sa rentabilité, mais en face, on a un producteur qui, lui, va chercher. Et donc, il y a ce travail à faire encore plus précisément qu'il ne pouvait l'avoir été fait précédemment, parce que, voilà, clairement, c'est un enjeu important sur ce sujet-là. On peut continuer aussi, nous, on a identifié la question de l'autoconsommation électrique solaire. C'est un sujet qui commençait à vraiment être très prenant ces derniers mois. Et là, c'est vraiment un élément qui doit être regardé de près parce qu'on se rend compte que ça peut être un moyen, notamment pour caricaturer, de financer des bâtiments. Alors, par exemple, sur la modification des prescriptions des ICPE qui a eu lieu au mois de juillet. Il y a des obligations de couverture, de protéger un certain nombre d'éléments de l'unité des pluies. Donc, quand il faut couvrir, c'est un coût. L'idée, c'est d'essayer de faire d'un investissement non productif à un investissement productif en le couvrant de panneaux solaires et en faisant de l'autoconsommation. Ça peut être un moyen de réduire la facture d'électricité, surtout dans un contexte où les coûts énergétiques ont tendance à très fortement augmenter d'année en année. Et toujours sur cet aspect électricité, travailler sur la question des achats groupés d'électricité. C'est des choses qui peuvent être assez facilement mises en œuvre. Il y a des opérateurs sur le marché qui proposent de regrouper le besoin en électricité de plusieurs entités et ça peut permettre de faire des économies substantielles. Aussi, à l'échelle, dans les achats groupés, la question du territoire et des unités qui sont à proximité les unes des autres, les achats groupés de pièces, c'est-à-dire essayer de faire des stocks de pièces en se mettant à 2, 3, 4 unités, en essayant d'avoir, c'est aussi en réponse à la question de la standardisation. C'est-à-dire que si on standardise, on peut permettre des achats groupés et donc faire des économies aussi sur l'approvisionnement. Donc voilà un petit peu les éléments qui ont pu être identifiés sur la diminution des charges. Et ces leviers-là, quand ils sont activés, entraînent une baisse significative des coûts de fonctionnement. Alors, ça entraîne une baisse et donc, mécaniquement, ça améliore la rentabilité des unités. Et donc, ça permet de faire face à cette baisse de tarif d'achat qui a été produite par l'État en fin d'année 2020. Et puis le troisième levier, consiste donc à jouer sur les recettes. L'augmentation des recettes. Ouais. Alors là, comment on peut s'y prendre dans le contexte qu'on vient d'évoquer? Il y en a plusieurs. Le premier, c'est la récupération du biogaz sur les fosses de stockage de Digesta, qui fait écho aussi à cette obligation de couverture qui est assez prenante. Donc, on sait qu'on a un biogaz qui n'est pas forcément récupéré au niveau du processus de gestion. Donc, l'idée de récupérer ce biogaz, c'est de générer de la recette complémentaire, puisque sinon, en plus, ça permet aussi de répondre aux obligations de réduction des gaz à effet de serre. Donc, le biogaz résiduel, si on l'a capté, il y a deux effets. Un, on réduit notre bilan gaz à effet de serre et en plus, on augmente les recettes. Un élément, notamment en injection, c'est la question de l'isolation des digesteurs. Plus on va isoler, moins on va consommer d'énergie. Et aujourd'hui, la réglementation est faite de telle sorte qu'on utilise le biogaz qu'on a produit pour pouvoir chauffer ces éléments de digestion, en plus de l'éventuelle récupération de l'énergie au niveau des groupes d'épuration. Si on isole mieux, on consomme moins de biogaz. Donc c'est pareil, c'est autant de biogaz qu'on va pouvoir vendre en plus. Alors ça va être un sujet d'un de mes collègues de la table ronde. C'est aussi travailler sur la valorisation du bio-CO2. On sent émerger ce sujet-là au niveau de la filière. Nous, on l'a identifié comme un axe fort pour pouvoir augmenter les recettes des unités. On l'a déjà, ce CO2, on le produit. Aujourd'hui, il n'est pas fort, il est dans la quasi-totalité des cas jamais valorisé. Donc, c'est vrai que ça va être un moyen intéressant de diversifier les sources de revenus des unités de méthanisation. La question du biodéchet aussi, Monsieur Delette l'a évoqué, ça peut être une source de revenus complémentaire, notamment parce que souvent les biodéchets
sont traités comment dire, en contrepartie de redevances payées par le producteur du biodéchet. Donc ça aussi, ça peut être une source. Encore une fois, tous ces axes-là, tout le monde ne pourra pas y accéder pour des raisons notamment territoriales et de contexte local, mais ça nous semble important de se dire il faut au moins se poser la question et que les porteurs de projets, à un moment, aient balayé un certain nombre de questions et de voir dans quelle mesure ils peuvent s'approprier ces leviers-là. Parfois, c'est possible, parfois, ça ne l'est pas. Globalement aussi, sur deux derniers axes qu'on a identifiés, c'est la question du digesta et de sa potentielle monétisation. Ça peut être, dans certains cas, en fonction du contexte, encore une fois, un moyen de donner accès à des exploitations à du digesta qui, on sait, a des intérêts agroécologiques non négligeables. Et le dernier point, c'est travailler sur la question de l'exploitation des sites, sur comment est-ce qu'on peut optimiser le coût d'exploitation, sur que ce soit des moyens matériels, humains. Bien se poser ces questions dès l'amont pour pouvoir l'anticiper et améliorer la rentabilité des projets. Je précise simplement que sur quelques points que vous avez évoqués dans cette présentation de l'ensemble des leviers disponibles, certains feront l'objet d'une présentation cet après-midi dans le cadre des pitchs. C'est le cas par exemple des achats groupés que vous évoquiez tout à l'heure avec une présentation qui sera faite par la société Magma Energy ou la solution de la couverture des fosses de digesta lors d'un pitch tout à l'heure avec la société Nénuphar. Voilà. Juste une question très très vite pour terminer, Thomas Filiatre. Cette étude, qu'est-ce qu'elle est donc vous l'avez réalisée pour GRDF, qu'est-ce qu'elle est comment a-t-elle été reçue et qu'est-elle devenue est-elle également consultable, disponible pour les porteurs de projets? Alors, elle a été fortement diffusée. Il y a des webinaires qui sont en ligne sur le site de Solagro que je vous encourage à aller voir pour rentrer un peu plus dans le détail. Comment elle a été reçue de manière, on va dire, globalement plutôt positive. Forcément, il y a des axes qui conviennent plus ou moins à certains acteurs de la filière, ce qui s'entend parce que des particularités de process ou des particularités locales font que certains leviers ne peuvent pas être mis en œuvre. Mais encore une fois, l'idée, c'était pas de dire il faut faire comme ça, mais c'est essayer de réfléchir et de proposer, synthétiser ce qu'il est faisable de faire et les questions qu'il est souhaitable de se poser. Merci pour ces éléments, Thomas Filiatre. Je pensais donner la parole à Suzanne Renard, mais pardon, Suzanne, ne m'en veuillez pas. Pour une question de logique et pour rebondir sur ce que vient de présenter Thomas Filiatre, ça me paraîtrait intéressant qu'on donne la parole à Erwan Bocquier tout de suite, parce qu'il illustre à travers son exemple, l'exemple de sa société Metatrail située en Loire-Atlantique. Vous êtes en Loire-Atlantique, Erwan Bocquier, bonjour. Oui, bonjour. Dans la région de Nantes. Vous illustrez un des leviers qui a été évoqué à l'instant par Thomas Filiatre, qui est celui de la valorisation du bio-CO2. Vous êtes la seule unité de méthanisation en France à le faire, c'est bien ça, à date? À ce jour, oui. Pour l'instant, on est tout seul. Après, il y a pas mal de projets qui sont en construction déjà. Donc, alors, comment est née l'histoire? Racontez-nous cette histoire. Alors en fait, la SAS Metatrail, on est 5 associés, donc on est 3 associés en exploitation agricole et 2 autres associés qui sont en maraîchage. Et donc dans le maraîchage, c'est des serristes, ils font de la tomate et du concombre. Et en fait, historiquement, les serristes utilisent du CO2 liquide acheté à Air Liquide ou à Linde, essentiellement. Enfin, c'est deux plus Nippon Gas, c'est les 3 gros producteurs et vendeurs de CO2. Donc, ils ont surtout Air Liquide a le monopole de ce marché. Et en fait, avant Covid, quand il y avait des manifestations sportives, Euro, Coupe du Monde, Jeux Olympiques, en fait, ils étaient quasiment à chaque fois en rupture, à cause de la consommation du soda, des bières, tout ce qui est la partie alimentaire. Donc en fait, comme c'est le dernier maillon de la chaîne, à chaque fois on leur disait vous en avez pas parce que priorité à Coca-Cola, enfin voilà, c'est assez gros groupes. Donc finalement, c'est une question de matière première qui a été un peu le déclencheur de tout ça. Voilà, en fait, c'est les maraîchers qui, eux, commençaient à en avoir vraiment marre de ceci, et sachant que pour eux, pour comparer nous à notre niveau agricole, en fait, c'est comme si c'était un engrais. Pour eux, le CO2 dans les serres, c'est comme s'ils mettaient de l'engrais dans la plante. Donc, suite à cette réflexion d'injection, on a consulté un bureau d'études qui est le bureau Astrad,
En fait, on s'est dit, c'est vrai que c'est dommage. En fait, on produit le CH4, on produit le CO2, à part que le CH4, on l'injecte dans le réseau et le CO2, on le rejetait à l'atmosphère. Quelles étaient les possibilités de récupérer ce CO2? Donc, il y a eu 2 entreprises qui ont répondu à l'appel d'offres. Donc, après, on a choisi, c'est vrai qu'on a choisi Verde Mobile. Alors, il y avait une question aussi de proximité, parce que Verde Mobile est à 70 km de chez nous. Donc, c'est vrai que ça a joué aussi dans la balance. Et donc, tout ça était en partenariat avec l'École des mines de Paris. Et donc, on a monté ce projet. Et donc, ça va faire maintenant quasiment 1 an et demi qu'on est en route, parce que c'était en octobre 2020. C'est perdu. Et donc, on est très satisfait du résultat, très bonne performance. Qualité de CO2 aussi, c'était aussi la grosse interrogation, c'est quelle qualité de CO2 on allait avoir. Parce que donc nous on est sur un process avec sur un process membranaire en épuration de gaz. Donc on tourne à peu près entre 0,80 à 0,90% de CH4 dans les off-gaz. Et donc sur le CO2, ce qu'il faut surtout, c'est éviter d'avoir du CH4 pour après ce qui provoquerait derrière l'éthylène derrière sur les tomates, qui provoquerait en fait le mûrissement des tomates trop vite. Donc avec leur système, ils ont réussi à épurer et on est à 100% de CO2 en termes de qualité du CO2 liquide. Et résultat, au bout d'1 an de fonctionnement, au niveau des serres, eux, ils trouvent, enfin déjà, pour la première fois, ils ont eu 1 année complète de CO2, qu'ils n'avaient jamais eu, ça n'était encore jamais arrivé. Et résultat, c'est entre 10 et 15% de plus de productivité dans leurs serres. Donc pour eux, c'est quelque chose qui est très, très intéressant. Ça a été un investissement important, Oui. voilà, tout compris conception et puis mise en œuvre. Et puis question corollaire, est-ce que ça contribue pour rebondir sur ce que disait Thomas Filliat tout à l'heure, à améliorer le modèle économique de votre infrastructure? Oui, donc on est sur un budget d'1 million d'euros. Bon, après, on a eu la chance d'avoir des subventions de la part de l'ADEME et de notre région, la région Pays de la Loire, ainsi que GRDF et GRT Gaz, donc à hauteur de 300 000 euros. Donc c'est sûr que ça aide quand même énormément sur un projet comme ça. Après, nous, on a un surcoût quand même sur le projet qui est le transport, parce qu'on a été obligé d'investir dans un camion, une remorque citerne cryogénée pour faire le transport. Parce que vous doutez bien que quand j'ai appelé Air Liquide ou Linde pour leur demander de me faire le transport, ils m'ont dit attendez monsieur, vous êtes bien gentil, mais vous venez sur notre marché, donc on va peut-être pas non plus vous aider. Donc on a été dans l'obligation d'investir dans un camion qui tourne 2 jours par semaine, quoi. Donc c'est un surinvestissement un peu là-dessus. Donc je pense que sur les nouveaux projets, plus il y aura de projets, après je pense que les transporteurs privés seraient intéressés de faire ce type de transport, mais pour l'instant il n'y a pas assez d'unités pour lancer ça. Mais donc ça, et au final sur la partie CO2, ce qui demande le plus de temps en fait, c'est chargement et déchargement, parce que nous on sait qu'il faut compter 1h30 à peu près de chargement et 1h30 à décharger. Donc, ça mobilise quand même 3 heures il faut compter une demi-journée pour faire chargement, déchargement pour aller sur un site. C'est sûr que ça mobilise beaucoup de main-d'œuvre. Oui, donc le système est encore perfectible, améliorable en tout cas. Ouais. Il y a des gains de productivité à trouver dans un certain nombre d'étapes. Après, en termes sur la partie transport, comme je vous disais, au début, on s'est dit c'est qu'on ne doit pas être bien équipé. Et en fait, on a questionné Air Liquide. Et eux, ils gagnent à peu près 1/4 d'heure par rapport à nous en termes de chargement et déchargement. Donc, en fait, on n'est quand même pas. C'est surtout qu'en fait, c'est un process, le CO2 liquide. Il faut qu'on ait 20 bars de pression et à moins 20 degrés. Donc, c'est les 2 constantes qu'il faut absolument pour pouvoir faire cette étape. Et on doit, en fait, quand on arrive, que ce soit sur notre site ou sur un site satellite, quand on doit charger ou décharger, il ne faut pas qu'il y ait plus d'1 bar de différence de pression. Donc, ça peut arriver quand on arrive sur des sites où il y a 16 bars, en fait, ça peut durer pendant 3/4 d'heure à équilibrer. Parce que si on doit mettre trop de temps à équilibrer, en fait, ça fait, malheureusement, si on va aller trop vite, ça fait un calot de glace. Et là, vous n'avez plus qu'à prendre un sèche-cheveux ou un décapeur thermique et dégeler tous les tuyaux. Et là, ça peut durer très, très longtemps.
Est-ce que, Erwan Bocquier, ce modèle que vous avez développé chez vous à MetaTrail est duplicable ailleurs et à quelles conditions surtout? C'est ça qui est intéressant pour celles et ceux qui nous suivent et qui sont exploitants ou porteurs de projets. Je pense qu'il est duplicable. Alors, si vous avez des maraîchers, je pense que vous pouvez, dès que vous avez des maraîchers avec des serres, vous pouvez tous les questionner. Je pense qu'ils sont tous preneurs parce que et je pense que le monde industriel aussi est demandeur. Alors après, sur la partie alimentaire, alors là, ça va être un peu différent parce que faut des autorisations bien précises. Donc, c'est vrai que nous, on n'a pas voulu trop s'emmancher là-dessus parce qu'on s'est dit ça va nous créer plus de problèmes peut-être qu'autre chose. Et là, on attaque vraiment aussi, on va vraiment attaquer sur Air Liquide et Linde. Et on va dire que juridiquement, ils sont très forts, je pense. Donc, le marché qui est à côté les intéresse moins. Si après, on commence à les attaquer sur les grosses structures qui sont Coca ou des fabriques, genre Fleury-Michon, enfin, il y en a plein des industries agroalimentaires, je pense que ça pourra peut-être poser des soucis. Mais après, dans le monde industriel, quand on commence à regarder le monde industriel, le CO2, en fait, est utilisé dans beaucoup de choses. Même la partie froid, il y a beaucoup de choses à faire. Oui, donc il y a un vrai débouché là-dessus. D'ailleurs, votre expérience suscite pas mal de questions de nos participants. Aurélie Carpentier vous demande si le CO2 est livré en direct ou livré en bouteille. Bon, vous avez répondu en partie à la question, mais vous pouvez peut-être compléter. Célie Florent vous demande quelle quantité de CO2 produite par an. On serait en 1200 et 1300 tonnes. Alors nous, on a une CMAX à 125 pour donner une proportion en termes de biogaz vendu. Biométhane. Et Laurent, quelle est la rémunération pour le projet de méthanisation? Oui, enfin, je pense que ce que Laurent veut savoir, j'imagine, c'est ce que ça rapporte effectivement concrètement à votre système. Alors en fait, nous, avec comme le maraîcher aussi est dans le projet de MetaTrail, donc déjà on discute plus facilement aussi. Le prix en fait a été pour l'instant de mettre la moyenne qu'ils ont eue sur les 10 dernières années. Et après, on révise tous les ans par rapport à comment est le marché, quoi. Alors après, il faut savoir aussi qu'actuellement, le marché, c'est même plus une question de prix parce que n'importe qui peut on peut aller jusqu'à 250 € la tonne. Le problème, c'est qu'on va vous répondre, il n'y en a pas. Donc, s'il n'y en a pas, vous pouvez mettre n'importe quel prix. En ce moment, il n'y a pas du tout de CO2. Et là, c'est un vrai problème. Je peux vous dire que les appels de maraîchers actuellement, c'est tous les matins qui me demandent si on peut pas venir livrer. Mais après, nous, notre épurateur est à fond, on ne peut pas faire plus que ce qu'on a là. Ouais, donc le maraîchage est un débouché très fort. Ça répond à une des questions que pose Eder Al-Jadwa, qui nous demande aussi quelles vérifications sont faites avant de commercialiser le CO2 et la part que représente dans le coût total le conditionnement et le transport de CO2. Le coût de transport, alors comme nous on a investi, ça nous coûte quand même quasiment, on a estimé à 22 € la tonne, hein, donc c'est relativement cher. C'est cher. Mais le fait comme on a tout acheté, je pense que si on diviserait, parce que notre camion, quand on regarde, il pourrait faire à peu près entre je pense qu'il peut faire 4 unités comme la nôtre. Ça pourrait le faire. Après, bon, faut aussi un chauffeur dédié à ça, hein, parce que donc on est considéré en matière dangereuse, donc l'ADR, donc il faut un permis spécifique. Donc nous on a eu la chance, c'est que notre salarié de Meta avait tout ça. Avant, il était transporteur routier, donc ça nous a bien aidé. Je propose, parce que là, il y a encore des questions qui arrivent sur le CO2, mais on les reprendra éventuellement tout à l'heure si on a le temps. Merci, Erwan Bocquier, pour ce témoignage qui suscite pas mal de questions. Suzanne Renard, je viens vers vous. Vous êtes la 4e intervenante de cette table ronde. Vous êtes responsable du pôle investissement instruction à Énergie Partagée. On va parler de financement avec vous. C'est évidemment une clé qu'on n'a pas encore abordée en tant que telle. Énergie Partagée, d'abord quelques mots sur ce que c'est. Avec votre micro, Suzanne, ce sera parfait. En effet. Bonjour à tout le monde. Et en effet, Énergie Partagée, c'est un mouvement qui défend l'appropriation. On ne vous entend plus. Vous avez recoupé le micro. Ouais, je sais. Voilà. Donc, Énergie Partagée, c'est un mouvement qui défend l'appropriation locale des énergies renouvelables. Donc, en fait, on soutient les habitants, les collectivités qui développent leurs propres projets d'énergie renouvelable. Ça, c'est extrêmement important, notamment dans des filières autres que la méthanisation, dans l'éolien, dans le solaire, par exemple,
on a souvent des développeurs qui sont extérieurs au territoire, qui viennent travailler des projets. Et donc, les projets développés ont parfois une adéquation qui pourrait s'améliorer avec les enjeux locaux et des retombées économiques assez faibles pour les habitants et les collectivités. Donc, depuis 10 ans, Énergie partagée a été créée par la société civile et puis par des porteurs de projets citoyens, par les pionniers de ces modes de projet-là, pour partager des pratiques, pour se renforcer les uns les autres, et également pour collecter de l'épargne de manière mutualisée, donc auprès d'épargnants, personnes physiques qui souhaitent mettre leur épargne au service de ces projets-là, et ensuite aller investir cette épargne dans des projets qui en ont besoin, donc ces projets locaux et citoyens, et puis catalyser aussi la collecte locale de l'épargne auprès de ces projets-là, pour que la rentabilité de ces projets permette aussi de rémunérer de l'épargne des habitants autour du projet. Alors, dans le cas de la méthanisation, plus particulièrement, on a vu tout à l'heure des investissements qui peuvent être effectivement très lourds, portés par des exploitations agricoles ou des collectivités. C'est le même mécanisme, vous amenez des financements de la part des citoyens? Exactement, en méthanisation, c'est le même mécanisme. Et donc, ce que nous, on travaille aussi aux côtés des porteurs de projets, donc notamment qui sont souvent des collectifs agricoles, c'est comment cette collecte d'épargne peut aussi faciliter le dialogue avec les habitants, avec les collectivités locales. Et donc, en fait, nous, on intervient auprès de porteurs de projets qui, dès le début, étaient dans cette démarche d'ouvrir leur capital et d'ouvrir leur financement aux collectivités et aux habitants. Donc là, dans la Loire, il y en a un très bon exemple puisque c'est le projet Métamoli qui a été soutenu par les collectivités locales et donc dans lesquels les habitants ont également investi à travers Énergie partagée. Et cet investissement, ça permet de renforcer les fonds propres du projet, donc le capital et des apports en compte courant d'associés dès les phases de développement et puis ensuite en phase d'investissement. Donc tout à l'heure, Jean-François Delettre parlait de la solidité financière des porteurs de projets, qui est de regarder avec de plus en plus d'exigences de la part des banques. Et ces mécanismes-là de tiers financement par des acteurs qui n'ont pas d'intérêt industriel ou économique dans la méthanisation, c'est une manière de renforcer la solidité financière des projets sans aller nécessairement intégrer des intérêts industriels dans le projet. Concrètement, c'est beaucoup de projets aujourd'hui qui sont financés, cofinancés par les citoyens. Aujourd'hui, il y en a encore assez peu, notamment parce que c'est une démarche qui est assez nouvelle pour le monde agricole de partager le financement. Et donc, qui dit financement dit aussi partager la gouvernance. Donc, globalement, c'est plutôt à chaque fois des projets qui sont déjà des projets collectifs, qui sont déjà avec un partage de la gouvernance entre plusieurs personnes, plusieurs GAEC. Et puis après, Énergie partagée, nous également, on a une charte sur la méthanisation qui permet de cadrer le type de projets qui sont accompagnés dans une dimension vraiment assumée de transition environnementale et écologique. Et donc, les porteurs de projets de méthanisation doivent aussi travailler spécifiquement ces aspects-là. Mais ce qui permet après aussi une meilleure acceptabilité. Bon, voilà. Ouais, alors ça, il y a effectivement apporter des fonds propres à l'opération, on comprend bien l'intérêt. Il y a aussi l'enjeu effectivement d'améliorer l'acceptabilité du projet. Pour des gens qui sont évidemment actionnaires, a priori, c'est qu'ils acceptent le projet. Et ça, c'est l'objet de la deuxième table ronde, mais c'est important effectivement. C'est un des enjeux, on va dire, de votre activité. Sur cette question de la gouvernance, justement, c'est ça qui est intéressant aussi. C'est comment concrètement se met en place cette gouvernance partagée? Cette gouvernance partagée, elle se met en place souvent à travers un comité de direction partenarial, c'est-à-dire où les agriculteurs et les investisseurs non agricoles, donc les collectivités et Énergie partagée, partagent les décisions structurantes du projet. Et donc, ce comité de direction, c'est un espace de partage et de décision sur les grandes orientations. Mais ensuite, la direction opérationnelle, le pilotage de l'unité, ça, elle est laissée aux exploitants et donc qui, la plupart du temps, sont bien les agriculteurs.
Est-ce que, selon vous, l'introduction de citoyens, de financement citoyen dans le projet est de nature véritablement pour rebondir sur le titre de notre table ronde, à améliorer suffisamment le rendement, enfin la rentabilité du projet, et donc à faire émerger un nouveau modèle économique pour les unités de méthanisation? Oui. Il y a deux choses là-dessus. Il y a le premier point, c'est le renforcement des fonds propres. Et très clairement, nous, on accompagne aujourd'hui des porteurs de projets qui n'auraient pas pu voir leur projet financé par la banque sans apport de fonds propres. Donc, Énergie Partagée apporte entre 50 000 et 350 000 euros de fonds propres. Qui correspondent à quelle part du capital ou du montant d'investissement? Ça dépend à chaque fois des besoins de financement et du total du projet, mais nous, on reste systématiquement minoritaire et donc on est entre 8 et 30%, on va dire, du capital et du financement. Mais c'est 8 à 30% qui permettent d'atteindre les exigences bancaires. Donc là, on est bien sur un montage qui permet à des projets de se faire alors qu'ils n'auraient pas pu se faire sans interinvestissement. Donc, ça permet bien des nouveaux modèles et d'avoir un modèle économique satisfaisant pour les exigences bancaires. Et puis, le deuxième point sur lequel je voulais répondre par rapport à ça, c'est également le développement de communautés d'énergie renouvelable. C'est-à-dire qu'intégrer des habitants, des collectivités dans le projet, c'est intégrer aussi des partenaires qui vont travailler d'autres aspects du projet, qui peuvent également, les collectivités par exemple, se doter d'une partie de leur flotte avec des véhicules GNV et donc favoriser l'implantation d'une station de bio-GNV à côté du projet et donc travailler des questions d'étiage l'été par exemple. Donc, ce qu'il faut voir là-dedans, c'est que avoir des partenaires autres, c'est un petit peu comme ce qu'expliquait M. Bocquet tout à l'heure sur son partenariat avec les maraîchers et que voilà, c'est une autre brique sur le projet de méthanisation. Là, de la même manière, intégrer des habitants des collectivités, c'est ouvrir vers d'autres briques territoriales et notamment la question des usages avec le GNV et le bio-GNV. Donc, c'est exactement aussi ce qu'a fait le projet Métamoli. Et donc là, aujourd'hui, ils sont en train d'augmenter la taille de la station GNV qui est située sur le site. Et ce cadre des communautés énergétiques renouvelables, c'est un cadre qui est en cours de transposition en droit français à partir du droit européen. Donc, si on regarde ce qui s'est passé sur l'électricité, on a des critères de gouvernance partagée qui sont ceux du cadre des communautés énergétiques qui ont été intégrés dans les mécanismes de soutien, donc notamment les appels d'offres de la CRE. Et le fait d'avoir un portage du projet qui correspond à une communauté d'énergie renouvelable, et ça veut dire un portage de projet qui allie plusieurs acteurs locaux où aucun acteur local ne prend toutes les décisions seul, mais on a bien un partenariat entre des collectivités, des PME locales et les entreprises agricoles les exploitations rentrent dans ce cadre-là et des habitants. Si les porteurs de projets rentrent dans ce cadre de la communauté d'énergie renouvelable, alors le projet bénéficie de bonifications et donc une meilleure notation dans les appels d'offres creux et donc peut prétendre à un tarif d'achat plus élevé. Et il y a d'autres types de soutiens qui sont aujourd'hui en discussion sur la partie électricité. En gaz, ce cadre réglementaire des communautés d'énergie renouvelable, il est en cours de transposition. Et évidemment, on porte aussi le fait qu'ensuite, des facilitations réglementaires ou financières soient travaillées pour les projets qui rentrent dans ce cadre-là. Alors, on comprend bien, effectivement, le cadre qui est en train de bouger, voilà, et de rendre les choses possibles financièrement et en termes de gouvernance. Mais une question toute simple, Suzanne Renard, c'est facile de convaincre les gens d'aller investir dans ce genre de projet? Parce que là, j'imagine les porteurs de projets qui sont plutôt confrontés à des réactions de résistance. Et là, vous leur dites, non, non seulement les gens vont l'accepter, mais en plus, ils vont venir financer le projet. Est-ce que vous arrivez à mobiliser les gens et comment vous faites? Oui, nous, on y arrive et les porteurs de projets y arrivent aussi. On ne fait pas ça seul, évidemment, ça vient des porteurs et des collectivités.
alors, je ne sais pas si facile est le bon mot, mais en tout cas, c'est enthousiasmant et ça, c'est possible parce que dès le début, les projets communiquent sur leurs intentions, expliquent leur démarche, expliquent aussi souvent, du coup, de nouveau leur métier et c'est quoi être agriculteur et exploitant, voire éleveur aujourd'hui. Et c'est parce que ce dialogue se fait qu'ensuite, les habitants se positionnent comme soutien au projet et comprennent en fait la logique territoriale, y compris au niveau d'aller amender les sols avec le digestat. Et quand ils comprennent toute cette logique-là, qu'ils comprennent que ça va ensuite être les légumes, le lait ou la viande qu'ils consomment, ils se mettent dans une logique de soutenir les projets et de participer financièrement. Ce qu'on aura le temps de détailler dans la deuxième table ronde de tout à l'heure. Merci Suzanne Renard pour ces éléments. On va passer à la phase de questions. On va donner la parole à certains d'entre vous. Alors, je vous rappelle le principe. Vous pouvez poser vos questions. Guillaume Coicadant vous l'a expliqué tout à l'heure. Vous pouvez poser des questions vous-même. Vous pouvez également voter pour les questions qui ont déjà été posées, ce qui permet de faire remonter, je dirais, dans la liste les questions que nous allons aborder en priorité. Et à ce petit jeu des votes qui ont fait remonter les questions, l'un des premiers arrivés est Hugo Battel, dont la question avait tout à l'heure commencé à être traitée par Guillaume, mais je vais la soumettre à nos 4 intervenants. Hugo, est-ce que vous avez la possibilité d'ouvrir votre micro pour poser directement la question aux intervenants de notre table ronde? Dans 2 minutes, il aura la possibilité. Il est en bas de liste. Okay. Je lui laisse. Il y aura Hugo Battel, il y aura Christophe Rambaud, je pense. Il y aura Thomas, Aurélie Carpentier. Il y aura Aurélie Carpentier, voilà, qui peuvent d'ores et déjà se préparer à prendre la parole. Hugo Battel, vous êtes avec nous? Oui, je pense. Je sais pas si Bonjour Hugo. Oui, je vous laisse poser votre question. Bonjour. Alors, je m'interroge, moi, concernant, vous l'avez vu, l'avenir de la méta agricole sur notre région. Et en fait, plus particulièrement, ma question, elle est la suivante. C'est qu'on est un territoire avec des structures qui sont vraiment de petite taille. La SAU moyenne est entre 60 et 70 hectares chez nous. Effectivement, on voit que la mobilisation de la partie effluent d'élevage reste très faible. Et le sens même de la méthanisation, à la base, est autour de ce volet-là. Pour autant, on a un gros problème de dissémination en fait, du gisement sur notre territoire. Des tailles de structure, comme je disais, qui sont quand même peu importantes et du coup qui s'accompagnent par du pâturage. Donc, on a fortement de la saisonnalité sur ces gisements-là, de la distance entre les gisements. Et aujourd'hui, on voit que des projets collectifs de grande taille sont difficiles à faire aboutir par rapport à la gouvernance qui peut y avoir. On a un projet sur notre territoire, un AgroMeta, qui aujourd'hui va certainement, en tout cas je ne leur souhaite pas, mais a de grosses difficultés de gouvernance aujourd'hui. Voilà, moi je me dis, par rapport à la baisse des tarifs, la méta à base d'effluents d'élevage semble être la bonne solution. On a un gisement, comme Alain le mettait en avant, sur les cives qui est aujourd'hui très peu mobilisé et je pense que c'est une ressource aujourd'hui pour conserver de la méta agricole qui est pertinente de garder. Le nouveau tarif ne fait pas de distinction entre les cultures principales et les cives. Ça pose quand même question. Et voilà, aujourd'hui, c'est ce constat-là auquel on vient rajouter les modifications réglementaires des ICPE qui rajoutent des éléments dans les CAPEX et cette baisse de tarif d'achat. Enfin, on a un peu du mal à se projeter. On a traité la question des financements qui, je trouve, est vraiment un vrai sujet aujourd'hui. Oui. Et pour finir, la question des biodéchets. Donc, ça fait le lien avec la question d'Aurélie Carpentier. Aujourd'hui, nous, on est une coopérative agricole engagée dans des filières qualité avec des cahiers des charges qui, aujourd'hui, sont très peu réceptifs à l'intégration du coût de ces biodéchets. Une fois de plus, je suis plutôt convaincu de l'intérêt de les intégrer. Je pense que ça pourrait réellement être une bonne voie pour nous de pouvoir se sortir de cette problématique des gisements et de garder la main agricole sur la méthanisation. Et clairement, nous, c'est l'enjeu et c'est pourquoi aujourd'hui je prends la parole. Ouais. Que je suis convaincu, je suis un passionné de la méta, je suis convaincu que c'est une super opportunité pour nos agriculteurs et j'ai peur malheureusement que ça nous échappe et que ça parte aux mains des industriels aujourd'hui. Eh ben alors, est-ce que votre crainte est partagée, par exemple, par Jean-François Delettre? Alors, la crainte, elle peut être partagée sur les industriels, etc. Enfin, je précise que la méthanisation industrielle n'a pas de définition propre, c'est la méthanisation agricole, c'est toujours un débat en méthanisation. Juste deux remarques. La première sur les cives,
Les cives, il faut être prudent en ce moment parce que la définition est en train d'être rebattue. On avance, mais on ne sait pas à quel moment donné le ministère de la Transition écologique et le ministère de l'Agriculture vont se mettre d'accord pour être très clair sur la définition. Donc, ces choses-là, elles sont en cours. Et donc, pour les porteurs de projets, c'est un risque en ce moment. Ce n'est pas du tout ce qui va arriver. On pense que les cives ont besoin de faire leurs preuves en termes de réduction de gaz à effet de serre, en termes d'équilibre face aux productions alimentaires. Il y a des gros débats on en a très peu abordé sur la biomasse qui vont arriver avec la prochaine PPE. Donc, pour les porteurs de projets, il faut tenir compte de ce climat-là. Et puis, il y a un gros mot qui, dans votre région, doit pouvoir de temps en temps être évoqué, c'est les prairies permanentes. Où là, en fonction des situations de l'élevage, on m'a parlé du Limousin, par exemple, pour pas être trop chez vous. Et ben, il y aura un sujet sur les prairies permanentes également, méthanisation ou pas, mais c'est le monde agricole qui doit s'emparer de ça. Et donc, pour moi, le sujet, c'est surtout que le monde agricole doit faire sa place à la méthanisation. Et c'est pas tellement à nous, l'AMF, dans nos mains. Nous, on voit les pratiques de nos adhérents, on voit les questionnements, on voit les porteurs de projets, et on remonte ces questions, etc. Mais il y a des équilibres au niveau national qu'il faudra trouver. Erwan Bocquier, peut-être une réaction aussi à l'intervention d'Hugo? Oui, après, quand vous parlez des gisements par rapport au pâturage et tout ça, après, il faut savoir aussi avec la méta, quand on apprend à travailler avec la méta, on a besoin aussi de moins de biogaz l'été que l'hiver. Donc, en fait, ça corrèle bien avec l'élevage là-dessus, parce qu'on a moins d'effluents parce que les bêtes sont dehors. Mais comme on a beaucoup moins besoin de chauffer la matière du fait du delta entre la température des intrants quand ils rentrent dans le méthaniseur, ça se passe pas trop mal. Et après, je pense que l'élevage a largement sa place pour la méta. Pour preuve, moi j'ai eu un problème d'acidose qui est venu parce que j'ai une pompe à lisier qui marchait plus. Et c'est là qu'on se rend compte que quand on a de l'élevage, la méta, c'est beaucoup plus simple avec des fumiers qu'avec des 100% ensilage où il faut ramener des bactéries et tout ça, alors qu'en fait, par les vaches, les bactéries, elles sont déjà là et ça marche très bien après dans le méthaniseur. Merci pour vos réactions. On va donner la parole à 2 ou 3 autres intervenants, commençant par Aurélie Carpentier, si vous êtes toujours avec nous et si votre micro est ouvert. Aurélie Carpentier, vous êtes là? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, on vous entend. Je vous laisse poser votre question. Je vous remercie déjà pour ces présentations. Et vous présenter aussi. Oui. Et vous présenter, oui, tout à fait. Aurélie Carpentier, donc, porteur de projet pour une méthanisation agricole dans le Val-de-Saône. Donc, effectivement, on a beaucoup de questions dans ces montages de projets qui sont très complexes, notamment avec des nouvelles informations concernant les financements par rapport à la région. Là, je pense que c'est le bon endroit pour poser la question par rapport au soutien donc, financier de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et ma deuxième question, c'est notamment par rapport aux réglementations entre les biodéchets et la compatibilité sur les parcellaires bio, parce que autour des métropoles, de plus en plus de parcelles se convertissent en bio par rapport justement à l'acceptation du voisinage et des lotissements. Est-ce que vous auriez des informations sur ces sujets-là? Alors, sur le financement de la région, la personne de la région autour de la table ronde, je crois que la question de l'appui financier de la région est en réflexion et que des éléments d'information plus précis pourront vous être apportés début d'année prochaine. Je crois que pour l'instant, on n'a pas les éléments pour répondre précisément à votre question. En revanche, sur les biodéchets, qui pourrait éventuellement apporter des éléments? Jean-François Delettre? Oui, alors je peux apporter des éléments parce que il se trouve que je suis en conversion à l'agriculture biologique notamment et que je travaille ces sujets-là au niveau personnel et que je suis intervenu pour l'AMF au conseil d'administration de la FNAB, donc la Fédération nationale. Alors, c'est des sujets qui sont, c'est des sujets qui sont toujours très polémiques au niveau de l'agriculture biologique. Aujourd'hui, le cadre tel qu'on le lit, c'est que tout biodéchet qui serait trié à la source, c'est-à-dire qui a fait l'objet d'un tri à la source, peut permettre d'être répandu sur des terres en agriculture biologique. En gros, il y a certains méthaniseurs aujourd'hui qui souhaitent faire homologuer AB leur digestat, y compris des méthaniseurs qui reçoivent des biodéchets. Maintenant, en fait, l'avantage de l'agriculture biologique, c'est des lectures au cas par cas.
aussi dans la façon de donner les agréments. Donc, la frontière, elle est très fine. Et donc, dans le travail, la façon dont vous abordez les problématiques, voilà, si vous prenez, par exemple, aujourd'hui de la grande distribution, ça, c'est pas bon, d'accord? C'est comme ce qu'on appelait les élevages industriels pour l'agriculture bio. Donc, il y a des critères qui sont assez fins et qu'il faut arriver à défendre, etc. À l'inverse, le digesta est vu pour beaucoup d'agriculture biologique comme une solution de fertilisation organique qui leur coûte très cher. Donc, je pense que le digesta aura sa place et que si on a une économie circulaire, bio, etc., autour avec des biodéchets, pour moi, justement, on a vocation justement à participer à ces économies circulaires-là. Donc, je trouverais très dommageable pour la filière qu'on donne ce signal-là. On a déjà des problématiques avec les bouts de station d'épuration. Si on en rajoute avec les biodéchets, etc., ça peut devenir compliqué. Suzanne Renard? Oui, moi je voulais bien compléter justement en disant que nous, ce qu'on voit de la part des collectivités, c'est justement qu'elles ont beaucoup de demandes sur la possibilité d'apporter leurs biodéchets en fait, à des unités de méthanisation agricoles collectives qu'elles soutiennent, notamment parce qu'elles ont en tête l'échéance de 2023 où elles doivent mettre en place des collectes sélectives sur les biodéchets et donc trouver des exutoires pour leurs biodéchets. Et très clairement, la question de l'épandage en bio, aujourd'hui, elle est bloquante, puisque dans des projets collectifs, ça voudrait dire que l'apport des biodéchets empêche n'importe quel des agriculteurs ou des éleveurs d'envisager une conversion en bio et donc des évolutions de leur modèle. Donc pour nous, c'est une question aussi très importante. On avait alerté la FNAB plusieurs fois. Et donc, voilà. Si cette question pouvait bouger dans les temps qui viennent, c'est sûr que ça débloquerait aussi des capacités de soutien des collectivités, dont certaines envisagent même de pouvoir payer des investissements supplémentaires sur les méthaniseurs pour faire accepter leurs biodéchets, etc. Donc, je pense qu'il y a des vraies synergies là aussi à trouver et que la question du bio, elle déverrouillerait quelque chose. Merci pour ces éléments de réponse. Pardon. Quelqu'un souhaitait ajouter quelque chose? Bon, en tout cas, merci pour ces éléments de réponse. Oui. Oui, je vais juste compléter, mais il me semble, Monsieur Delettre, il doit le savoir aussi, il me semble que toutes les communautés de communes, toutes les communautés de communes, à partir de 2023, doivent gérer ces biodéchets, soit en méthanisation, soit en station de compostage. Il me semble que la loi a été votée là-dessus. Oui, c'est ça. Et c'est pour ça qu'elle s'intéresse de plus en plus aux projets de méthanisation qui sont développés proches de leur territoire. Donc, ils seront obligés d'adapter un peu la réglementation, sinon il y aura des soucis à venir pour après là-dessus, quoi. Oui, sinon elles vont développer des plateformes de compostage et ça serait dommage si à côté il y avait des unités de méthanisation qui auraient pu bénéficier de leurs biodéchets avec des installations déjà existantes. Ouais, mais je pense qu'ils ne pourront pas parce que moi j'ai le cas parce qu'on est à côté de la partie maraîchage et le légume en station de compostage, c'est tellement plein d'eau qu'ils n'arrivent à rien faire. Et nous, on le voit bien, on a quasiment 3000 à 4000 tonnes tous les ans qui viennent de légumes. Et pour eux, c'est une aubaine d'avoir une méta à côté de chez eux, quoi. Bon, opportunité, on l'a bien compris, qui se dessine à l'horizon de 2023. Merci Aurélie pour votre question et merci pour ces éléments de réponse. On ouvre le micro de Christophe Rambaud. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Bonjour. On vous entend. Je vous laisse vous présenter et poser votre question. Donc, Christophe Rambaud, je représente la société Actecom France, constructeur d'unités de méthanisation. La question que je posais qui a reçu le plus de votes, c'est on se rend compte, nous, à notre niveau, que la méthanisation est toujours viable, malgré les nouveaux tarifs d'achat. On a l'impression que, en fait, peut-être que les agriculteurs ne s'en rendent pas compte, en tout cas qu'ils n'ont pas l'idée de penser encore à la méthanisation. Alors, pour plusieurs choses, hein. Un, la baisse de tarifs d'achat, on l'a connu en cogénération, et c'est un peu le même effet, une baisse d'activité. Peut-être aussi, entre guillemets, une relative bonne année agricole, qui fait qu'on pense peut-être moins à la diversification. Dans tous les cas, je pense qu'il faudrait qu'il y ait des actions menées pour montrer à ces éventuels porteurs de projets, ceux qui pourraient faire de la méthanisation, que c'est possible. Et je voulais savoir quelles actions étaient prévues en région pour cela au niveau des instances publiques. Et puis j'en profite du coup, parce que j'avais posé une deuxième question, plutôt fait une deuxième remarque, c'est que oui, on doit travailler, nous constructeurs, à la réduction des coûts.
dans un contexte que vous connaissez qui est très difficile aujourd'hui en termes de CAPEX, au vu des cours des matières premières. Et il me semble surtout intéressant de travailler plutôt sur les OPEX, puisque depuis toujours, même avant cette période qu'on connaît aujourd'hui, c'est ce qui fait principalement la rentabilité des installations de méthanisation. Élément de réponse peut-être avec, je sais pas, Thomas Filiatre, par exemple? Oui, mais c'est exactement le sens de notre travail, c'était d'identifier plusieurs leviers, mais l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire que on a vraiment défini un triptyque, la diminution de l'investissement, la diminution des charges et l'augmentation des recettes. Et c'est ce triptyque-là qui doit être à chaque fois étudié. Et je pense que c'est pas la remarque que vous faites n'est pas contradictoire avec ce qui a été mis en avant avec notre travail, c'est que effectivement la diminution des charges fait partie des leviers d'action. C'est pour ça qu'on a identifié quelques sous-leviers, on va dire, sur cet aspect-là. Mais oui, effectivement, il faut bien avoir une vision globale de ce qui définit, ce qui induit la rentabilité d'un projet. D'autres éléments de réponse? Je ne sais pas. Qui veut prendre la parole? Jean-François Delettre? Je pense simplement que notamment la dernière vague, c'était de la vague sur de l'injection, d'accord, avec l'ancien tarif d'injection. Et donc forcément, c'est celui-là que les porteurs de projets ont en tête. C'est celui-là que certains porteurs de projets malheureusement abandonnent en ce moment, etc. Et que celui-là, il avait notamment, sans être trop technique, une prime qu'on appelle la prime P2, qui a disparu. Et donc il y a tout un tas de déchets, des industries agroalimentaires, etc., qui vont être très compliqués pour les nouveaux protégés d'aller juste parce qu'ils n'auront pas le même tarif que nous pour aller aux achats de ces produits-là. Et la filière, elle n'est pas simple à ce niveau-là. Donc, j'entends, je pense que c'est très bien si les constructeurs, parce qu'il y avait des efforts à faire, à mon avis, sont prêts demain. Il y aura les sujets maintenance en plus à redévelopper. Et il est important pour vous que la filière, elle se développe. Mais je peux comprendre que les porteurs de projets soient prudents. Et pour l'avoir fait depuis aussi 7 ans, je sais que le sujet des cibles, il est loin d'être simple sur une exploitation agricole, simplement même en capacité de production, de régularité, etc. Et que donc, pour ces nouveaux porteurs de projets-là, c'est un vrai enjeu. Donc, les porteurs de projets, je leur dis, qui ont des effluents, qui ont des projets de biodéchets avec les collectivités locales, ou bien qui sont très sereins sur leur capacité à produire des cibles, oui, là, eux, ils ont encore une porte ouverte en méthanisation aujourd'hui. Je pense qu'on peut encore prendre, on a encore quelques instants, quelques minutes, une question. Oui, pardon. Monsieur Bouillot, je voulais juste rajouter un point par rapport à la puissance publique et au rôle d'Ambition Biogaz 2023 là, par rapport à ces nouveaux modèles. Hein. Donc, pour information, les acteurs d'Ambition Biogaz 2023 sont retournés vers les acteurs de terrain qui sont les assembliers, les bureaux d'études, les accompagnateurs de projets pour bien identifier avec eux aujourd'hui vers quelle dynamique on va et arriver à justement pouvoir établir un plan de communication auprès des collectivités et auprès des futurs porteurs de projets pour promouvoir les modèles en région qui se développeront dans les années à venir. Voilà donc par rapport à l'une des questions de M. Rambaud. Alors, je voulais juste intervenir quand même pour les porteurs de projets. Une charge qu'il ne faut quand même pas sous-estimer, c'est la main-d'œuvre. Faut estimer qu'il y a beaucoup de temps à passer quand même sur la méta. Il y a les discours commerciaux. Oui, il y a des jours, je suis d'accord, c'est comme les commerciaux, 2 heures par jour, c'est fini. Il y a des jours, on peut y passer 7 à 8 heures dans la méta. Je pense qu'il ne faut pas non plus sous-estimer ça. On l'a fait bien souvent, malheureusement, sur nos modèles agricoles. Et là, je pense que sur la méta, c'est vraiment un point qu'il ne faut quand même pas sous-estimer. Merci pour ces éléments. Je précise que sur les fils questions-réponses ou sur le fil de discussion, vous avez des ressources qui ont été partagées par un certain nombre de participants, Thomas Filiatre en particulier sur le guide méthanisation des biodéchets, ou M. Sauzet de la Chambre d'agriculture de l'Isère pour un guide à l'usage des collectivités. On a encore le temps, Guillaume, si vous en êtes d'accord, pour ouvrir le micro de Thomas pour la dernière question de cette première table ronde. Thomas, est-ce que vous êtes avec nous? Bonjour. Bonjour. Merci tout d'abord pour ces différentes présentations qui sont très intéressantes. Thomas Armé, Société Automatique Industrie. Moi, j'avais une question. Vous parliez tout à l'heure des leviers en fait, pour assurer la continuité du développement de la filière de méthanisation. Vous n'avez pas forcément évoqué ce qu'on pourrait faire en termes d'optimisation de process.
à la fois sur de la consommation énergétique des sites de méthanisation, sur de la qualité de biogaz. Aujourd'hui, c'est des sujets sur lesquels nous, on est amené à travailler avec certains de nos clients dans la filiale, notamment par exemple pour optimiser la qualité de biogaz avant l'injection sur le réseau. Donc ça assure qu'il n'y ait pas une surqualité et donc qu'il y ait des surcoûts de consommation sur leurs installations. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de l'intelligence artificielle et de la valorisation des data en fait, sur vos sites de méthanisation? Question ouverte à tout le monde. Peut-être Thomas Filiat pour commencer, et puis Jean-François Delettre. Vaste sujet. Sur le principe, tout ce qui peut permettre d'optimiser le fonctionnement de l'installation, forcément, ça n'est peut-être que positif. Donc, je ne peux pas aller à l'encontre de cette, comment dire, cette voie-là. C'est vrai que nous, on n'a pas forcément identifié aujourd'hui, parce que ce qu'on a essayé d'identifier, c'est les choses sur lesquels les porteurs de projets pouvaient avoir directement, soit via de la négociation avec des opérateurs, soit avec leur action propre, agir sur ces éléments-là. Et là, aujourd'hui, force est de constater que sur l'intelligence artificielle, la compétence, elle est pas forcément possédée ni comprise par les porteurs de projets, mais bien entendu que ça peut être un levier intéressant. François Delettre. Alors oui, c'est un sujet que je travaille un petit peu et qu'on est plusieurs à avoir travaillé. Alors, malheureusement, je pense que c'est pas un bon sujet pour les porteurs de projets. C'est-à-dire que quand nous, ce qu'on estime, en tout cas à l'AMF, c'est que le porteur de projet doit apprendre son métier. C'est un vrai métier. On a eu pas mal, par exemple, pas de tension, mais des débats avec d'autres gens de la filière qui poussaient très, très fort en parlant de diversification. Nous, on voit pas du tout la méthanisation comme une diversification. On voit ça comme un métier à apprendre. Et donc, l'intelligence artificielle et toutes ces aides à la pureté du biogaz, etc., pour moi, ça ne s'adresse pas aux porteurs de projet. C'est-à-dire que le porteur de projet doit faire un schéma le plus simple possible. Je prends des exemples aussi il y en a qui ont rêvé, par exemple, à l'hydrolyse en amont de leur ration, etc., avec des process. Je connais très, très peu de sites avec une hydrolyse qui fonctionne, quoi. Donc, il y a des gens qui ont mis beaucoup de CAPEX, beaucoup d'OPEX, beaucoup de temps sur des projets qui ne fonctionnent pas. La méthanisation, il ne faut pas non plus vouloir la révolutionner tout le temps. En revanche, je pense que ce travail-là, c'est un travail qu'on doit faire en R&D auprès de ceux qui sont en exploitation depuis un certain nombre d'années, qui connaissent leur site, qui connaissent les performances, qui connaissent les endroits où ils ont des marges de progrès. Et donc, cette intelligence artificielle, voilà. Et après, cette économie de coûts de production derrière nous permettrait de rassurer les pouvoirs publics pour dire, rouvrez les vannes, on a des solutions, on maîtrise davantage les choses. Mais je pense que c'est un très gros risque de vendre cette idée-là aux porteurs de projet et qu'il faut la développer chez ceux qui tournent aujourd'hui et qui sont aussi en capacité de vous challenger. C'est-à-dire ceux qui sont aussi en capacité de pas acheter du rêve, mais d'acheter des choses qui fonctionnent sur les sites. On l'a déjà vu en biologie, par exemple. Ça fait des années et des années qu'on aimerait progresser sur la biologie. Or, des marchands de rêve, j'en ai plein mes tableaux, quoi. Donc, il faut aussi bien comprendre l'enjeu de la méthanisation et du métier qu'il y a derrière. Merci pour ces éléments. Alors, on prend une toute dernière question très, très courte et réponse courte aussi de Jean-Frédéric. Oui, bonjour, Jean-Frédéric Fanton, Membrane Système Europe. Alors, je pars d'une constatation, effectivement. Moi, je suis équipementier, je propose des couvertures sur les digesteurs. Et en ce moment, on est effectivement avec le cours des matières premières en train de refaire le tour de nos clients, en leur annonçant une hausse des prix, donc qui va un peu à contresens des baisses qu'on veut faire au niveau des CAPEX. Un deuxième constat, c'est qu'au niveau des financements bancaires, lorsque les clients sont à la recherche des accords bancaires, on voit vraiment un ralentissement au niveau des projets, un coup de frein à ce niveau-là. Et ma question, c'était est-ce qu'on pourrait pas, dans des contextes un peu particuliers comme actuellement, faire partir sur des retours sur investissement plus importants qui sont calculés en ce moment, quoi. Si on rallongeait d'1 an le retour sur investissement, on pourrait absorber, par exemple, les hausses de coûts de matière qu'on rencontre actuellement. Bon, une autre solution pour rendre viable le modèle ou améliorer la viabilité du modèle. Qu'en pensez-vous? Thomas Solagro, la difficulté, c'est que
le banquier, voilà, ils ont leur mode de fonctionnement. Clairement, aujourd'hui, c'est difficile de leur faire changer la méthodologie. Certains ont eu des contre-performances avec des sites qu'ils ont financés qui ne fonctionnent pas et chat échaudé craint l'eau froide. Au-delà de ça, les critères d'attribution des financements, ils portent pas uniquement sur la question du retour sur investissement. Il y a d'autres indicateurs qui sont pris en compte par les banquiers et sur lesquels ils ne sont pas prêts à bouger. Je pense notamment à 2 indicateurs qui est le taux de fonds propres et la capacité de remboursement de la dette, autrement appelé DSCR. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les échanges qu'on a pu avoir avec le secteur bancaire ne donnent pas comme tendance une volonté d'assouplir ces éléments-là pour faciliter l'acquisition du financement bancaire. Et au-delà de ça, c'est qu'il y a la question de l'acquisition du financement bancaire, c'est une chose, mais il y a aussi la question de la rentabilité. Et donc, de toute façon, c'est presque 2 sujets en soi. On peut déclencher un financement bancaire, mais avoir une mauvaise rentabilité, c'est pas non plus une solution pour les porteurs de projets. Donc, ça nécessite effectivement, malheureusement, dans le contexte actuel, de prendre en compte cette augmentation des CAPEX et de se creuser la tête, de voir si ça engendre une perte de rentabilité trop importante. Qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre pour retrouver de la rentabilité? Moi, je voulais intervenir quand même un petit peu aussi, parce que bon, après, c'est mon retour, hein, je n'ai pas non plus beaucoup d'années d'expérience, mais à mon niveau, moi, je trouve aussi que le problème, c'est que nos sociétés de construction de méta, pour beaucoup, certains en fait, font le plan de financement en fait, pour la banque et tout. Et donc, oui, ils savent toutes nos rentabilités. Et j'ai l'impression que toutes les pièces et tout ça sont un peu indexées par rapport à notre rentabilité. Et quand on commence à creuser un petit peu autour des pièces qui sont en fait, qui sont pas si spécifiques que ça à la méta, on commence à faire le tour des entreprises autour de chez nous. On dit, bah si, moi je peux la faire. Hein. Si j'ai les codes, je l'ai. Et là, on commence à retrouver sans mentir, des 50 ou 60% moins chers par rapport à ce qu'on nous propose nos constructeurs. Donc, je pense aussi que certains ont surfé un peu aussi sur la vague de la méta en se disant, ben, nous aussi, on va profiter de la rentabilité de la méta. Après, ça reste mon point de vue. Parfait, bah écoutez, je vous propose, il est presque 11h20 qu'on en reste là sur cette première table ronde. Merci beaucoup pour ces nombreuses questions. Il y en a beaucoup, je suis désolé, on ne peut pas toutes les prendre malheureusement. Il y avait encore pas mal de questions, Erwan Bocquier, pour vous sur le CO2, des questions techniques. Peut-être il y a possibilité qu'effectivement vous apportiez des éléments de réponse via le chat sur les points qu'on n'a pas pu aborder, qu'on n'a pas eu le temps d'aborder. On se retrouve dans 10 minutes, une petite pause, le temps pour chacun d'aller se boire un petit café par exemple, à défaut de le faire tous ensemble. Et on se retrouve dans 10 minutes pour la deuxième table ronde sur la question de l'acceptabilité des projets de méthanisation. À tout de suite.